Au Sénégal, les artisans bijoutiers sont bien plus que de simples créateurs de bijoux. Ils sont les dépositaires d'un savoir-faire ancestral transmis de génération en génération. Leur art est un mélange subtil de techniques traditionnelles et de créativité contemporaine, donnant naissance à des pièces uniques et chargées d'histoire. Les bijoux ne sont pas seulement des ornements, mais aussi des symboles de statut social, d'appartenance à un groupe ou encore de protection. Ils sont portés lors de cérémonies importantes comme les mariages où ils sont très souvent donnés en dot ou encore les baptêmes. L'or est perçu comme un investissement sûr et une forme d'épargne. Il n'est pas rare que les mères conseillent à leurs filles d'acheter de l'or lorsqu'elles en ont les moyens, y voyant une sécurité financière en cas de difficulté. Déjà enfants, les jeunes filles sont habituées aux boucles d'oreilles et aux bracelets en or, mais attention, il n'est pas rare que des gens mal intentionnés les enlèvent au bras des enfants sur le chemin de l'école par exemple. Si pendant des années les bijoux sénégalais étaient créés et proposés de façon traditionnelle, aujourd'hui le secteur a bien évolué. Les magasins sont de plus en plus modernes, les motifs sont de plus en plus complexes et il existe plein de sites de bijoutiers, ce qui vous permet de découvrir leur travail et de commander des pièces uniques où que vous soyez. C'est un secteur dynamique mais qui fait face à certains défis. L'approvisionnement en matières premières peut être complexe dû à la surexploitation des grandes entreprises minières. Cela provoque des fluctuations importantes au niveau des prix qui explosent à l'achat et du coup à la revente. Petite parenthèse, la recherche et l'exploitation de ces pierres précieuses est faite à Sabadola, une localité située au sud-est du pays. Si les entreprises minières se font énormément d'argent grâce à l'or de la région, les populations, elles, font face à de grandes difficultés. Les habitants finissent par céder leurs terres, un divorce imposé qui laisse encore un goût amer. C'est nous qui avons perdu nos champs au profit de cette société-là. C'est nous qui avons perdu nos couloirs d'orpaillage au profit de cette société. Et en plus de cela, nous avons perdu aussi notre village. L'essor de ces établissements empêche les locaux de profiter de l'or de la région qui, pour beaucoup, dépendent de cette ressource. Parenthèse fermée. L'augmentation des prix est très souvent handicapant pour les grands commerçants qui de plus en plus choisissent de s'approvisionner dans les pays du Golfe où les coûts peuvent être bien moins chers. C'est d'ailleurs le cas de Nongo Gueye, un jeune homme ambitieux et respecté qui a su transformer ses obstacles en opportunités. Nongo Gueye est bien plus qu'un simple commerçant. C'est un jeune homme d'affaires avisé, un passionné de son métier, mais surtout un pilier dans le monde des bijoux en or à Dakar. Il s'est installé à Pikine Talibou Besse, là où il a su transformer son activité en une entreprise florissante grâce à son travail acharné. Nongo travaille dans le magasin de son grand frère où il a appris les bases du commerce et a développé une expertise précise dans le domaine des bijoux en or. Très vite, il se démarque par son ambition et sa capacité à anticiper les tendances du marché. Il ne se contente pas de vendre des bijoux, il comprend leur valeur symbolique, leur importance culturelle et sait conseiller ses clients avec sincérité. Ce qui fait la particularité de Nongo, c'est sa stratégie commerciale innovante. Face à l'augmentation des prix de l'or et aux difficultés d'approvisionnement local, il décide de prendre les devants en se rendant régulièrement dans les pays du Golfe. Là-bas, il achète de l'or à des coûts plus avantageux qu'il rapportait ensuite au Sénégal pour les revendre. Ces voyages lui permettaient non seulement de proposer des pièces uniques et de qualité à ses clients, mais aussi de sécuriser son activité dans un secteur souvent instable. Un homme d'une trentaine d'années, issu d'une famille soudée, il est le benjamin de sa mère qui voit en lui un fils travailleur et pieux. Il partage sa vie avec son épouse avec qui il a fondé sa petite famille. Leur foyer est déjà illuminé par l'arrivée d'une petite fille et un nouvel enfant est attendu, symbolisant l'avenir prometteur qu'ils construisent ensemble. A priori, tout marche bien pour ce gentil monsieur, apprécié de toute la localité. C'est d'ailleurs pourquoi sa disparition va sembler incompréhensible, plongeant son entourage dans l'inquiétude. Nous sommes le dimanche 13 février 2021, un matin frais avec une température avoisinant les 22 degrés. Vers 10 heures, Nongo quitte son domicile. Il est à bord de sa voiture, une Toyota Auris grise, et prêt à entamer une journée bien remplie. Au programme, un voyage imminent à Dubaï pour acheter de la marchandise. Mais avant cela, quelques formalités à régler. Il doit se rendre à l'hôpital d'Al Aljam,
le plus grand établissement de la banlieue dakaroise où il doit effectuer un test PCR. Ce test, obligatoire pour se rendre dans de nombreux pays, est une formalité qu'il connaît bien, lui qui voyage régulièrement pour son commerce. Une fois le test effectué, Nongo prévoit de se rendre chez l'un de ses clients, chez qui il doit récupérer le reste d'une somme d'argent qui lui est due. Une tâche qui normalement ne devrait pas prendre beaucoup de temps, un planning plutôt léger. Nongo a tenu à rassurer ses proches en leur détaillant ses déplacements. Une journée comme une autre en apparence, mais qui va prendre une tournure inattendue quand Nongo devient injoignable depuis plusieurs heures. Il est bientôt 19 h et personne n'arrive à le joindre. Sa femme, inquiète, commence à alerter ses proches de son absence qui devient de plus en plus inquiétant. Son mari est quelqu'un qui prévient toujours en cas de retard et elle a peur qu'il lui est arrivé quelque chose. Et ça va marquer, justement, le début d'une longue recherche. Il est peut-être parti voir des proches entre-temps ou peut-être qu'il est passé à son magasin, mais il n'est trouvé nulle part. La luminosité diminue, le soleil est en train de disparaître et ce qui paraissait être une simple absence commence à ressembler à une disparition inquiétante. Si quelqu'un sait quoi que ce soit à ce sujet, il est tenu à se manifester dès maintenant pour faire approfondir les recherches et c'est justement ce que va faire le meilleur ami de Nongo. La veille, les deux ont très longuement discuté au téléphone et avant de raccrocher, Nongo lui a dit qu'il ira chez un certain Bassirou Cham, un client qui lui a pris des bijoux d'une valeur de 14 millions. Bassirou s'est engagé à rembourser sa dette en réglant par tranche. Il a d'ailleurs remboursé plus de la moitié et il lui restait 6 millions à recouvrer. L'ami de Nongo poursuit en disant « Nongo m'a dit qu'il ne rentrera pas chez lui sans ces 6 millions. Il a laissé beaucoup de temps à son client pour qu'il puisse régler sa dette, mais Bassirou semble être de mauvaise foi. Soit il va prendre son argent, soit il va récupérer ses bijoux. » Ces révélations alarmantes vont très vite pousser les proches du commerçant qui vont de ce pas appeler Bassirou. Ce dernier décroche. La famille de Nongo s'inquiète car depuis ce matin vers 10 h, ils ont plus de nouvelles de lui. Bassirou réplique en disant qu'effectivement, Nongo est passé le voir ce matin. Il est venu récupérer le restant de son argent, il lui a donné les 6 millions qui restaient et il est reparti. L'appel prend fin. L'heure passe et c'est vers minuit que les proches de Nongo vont aller toquer chez Bassirou. Ils resteront dans le froid à attendre que la porte s'ouvre, mais aucun signe de vie. La maison semble être vide. Ce qui semble d'ailleurs un peu étrange, il est minuit, tout le monde est normalement chez soi. Le meilleur ami du disparu, accompagné de son grand frère, décide d'aller se rendre à la police de Guédiawaye, qui leur demande de retourner chez Bassirou pour en savoir un peu plus. Si d'ici le lendemain ils n'ont toujours pas de nouvelles, ils pourront revenir signaler la disparition. Les deux ressortent de cet endroit mais ils ne vont pas abandonner aussi vite, ils partent immédiatement à la police centrale de Dakar. Ils signalent la disparition inquiétante du commerçant, un jeune homme avec une stature moyenne, un teint plutôt foncé et d'une trentaine d'années. Il a quitté sa maison vers 10 h du matin et depuis, plus de son, plus d'image. Les policiers prennent leur déposition, ils vont dès à présent commencer à travailler sur cette affaire en commençant par tracer le téléphone du disparu. Ils sont ensuite convoqués le lendemain matin pour en savoir plus. Ils sortent de cet endroit et décident de ne pas rentrer tout de suite. Ils iront dans 2 autres polices de la ville pour se renseigner et faire leur déposition. Problème, la police ne peut rien faire là maintenant tout de suite, il faudra patienter jusqu'au lendemain. Il est maintenant 2 h du matin et la ville est plongée dans le silence. Les proches de Nongo vont tenter une dernière approche, ils vont retourner chez Bassirou pour voir s'il y a quelqu'un chez lui. Une fois devant la porte, ils toquent et sonnent à plusieurs reprises et cette fois-ci, ils n'abandonneront pas jusqu'à ce que quelqu'un vienne leur ouvrir la porte. Après plusieurs minutes, le loquet se tourne enfin, un homme apparaît et il ne s'agit pas de Bassirou, mais d'un proche à lui. Où est Bassirou? On a besoin de lui parler en urgence. Ah, Bassirou, il est pas là, je crois. Sinon, il aurait déjà ouvert la porte. Je vous propose de monter et vous pourrez toquer directement à sa chambre. Les deux montent et le bruit va réveiller sa mère qui a du mal à comprendre pourquoi ces 2 jeunes gens cherchent son fils à une heure pareille. Cela dit, elle voit qu'ils n'ont pas l'air dangereux et les conduit directement à sa chambre. Après avoir toqué à plusieurs reprises, ils abandonnent. Bassirou n'est pas chez lui, les deux décident de rentrer chez eux. Au lendemain, jour de la Saint-Valentin, la femme de Nongo n'a pas fermé l'œil de la nuit.
Où est donc passé son mari? Pourquoi on tombe systématiquement sur sa boîte vocale? Ces questions n'ont pas cessé de troubler son sommeil. Ces interrogations vont directement conduire les proches du mari à se rendre de nouveau chez Bassirou vers 8 heures du matin. Ce dernier est présent. Est-ce qu'il sait où se trouve Nongo? Eh ben non. Nongo est passé la veille vers 11 heures du matin pour récupérer ses 6 millions de francs CFA et il est ensuite reparti aussitôt. Il déclare ensuite ceci. Ah oui, il est revenu vers 18 heures car il pensait avoir oublié son téléphone chez moi. Mais il n'était pas là le téléphone. Il est parti de nouveau. Cet homme est la dernière personne à avoir vu le bijoutier avant qu'il ne se volatilise. Et c'est pourquoi ses proches vont solliciter son aide pour avancer dans les recherches. Bassirou les accompagne dans les hôpitaux à côté pour voir s'ils ont des nouvelles du disparu. Mais entre-temps, le téléphone d'un des membres du groupe va sonner. Il s'agit du grand frère de Nongo qui se trouve actuellement à la police de Golfe Sud. Le traçage du GSM du commerçant a révélé des informations inquiétantes. Ils doivent tous, y compris Bassirou, se rendre à la police de Golfe Sud. Une fois devant les enquêteurs, Bassirou livre une version des faits très peu convaincante. Ces affirmations selon lesquelles Nongo aurait quitté chez lui vers 11 h puis vers 18 h laissent les enquêteurs dubitatifs. Par ailleurs, il affirme qu'il est resté chez lui durant la nuit. Toute la nuit. Sauf qu'il y a déjà eu une déclaration la veille selon laquelle le premier suspect était absent à son domicile durant de très longues heures. Son téléphone est perquisitionné et il va révéler tout le contraire de ce qu'affirme Bassirou Thiam. Pendant que le smartphone du suspect est en train d'être analysé, une sonnerie va retentir à la police de Parcelles Assainies unité 15. Une sombre découverte a mis en alerte toute la population située non loin de la VDN 3. C'est une voie rapide qui relie plusieurs quartiers périphériques au centre-ville. Elle facilite les déplacements entre la capitale et ses banlieues. Un corps, emballé dans des sacs plastiques, a été découvert à l'arrière d'une Toyota Auris grise. Une femme semble avoir reconnu l'homme derrière les sachets en plastique qui s'avère être son frère, un certain Nongo Gueye. Le défunt a le visage gonflé et ses mains sont ligotées et il a du coton dans ses narines, dans sa bouche et dans ses oreilles. Le véhicule est accidenté à l'avant et une odeur de putréfaction empeste sur la voie publique. Une équipe est envoyée immédiatement. Le défunt est un homme dont la disparition a été signalée et le principal suspect est présentement en garde à vue. Les doutes vont justement se concentrer sur ce dernier lorsque les résultats de l'inspection de son téléphone vont révéler des informations troublantes. Le dimanche vers 13 h, Bassirou était vers la plage de Malibu. Vers 14 h, son smartphone a émis un signal depuis le marché de Thiaroye. Un peu plus tard, derrière le stade de Léopold Sédar Senghor. Dans la soirée, son téléphone a borné devant plusieurs pharmacies de la ville. Étant un dimanche, il n'a pas pu trouver ce qu'il cherchait. Les établissements qu'il a visités étaient tous fermés. Ce n'est pas tout, vers 3 h du matin, son téléphone a borné sur la VDN 3, au même endroit où le corps a été retrouvé. Il est rentré chez lui que vers 4 h du matin. Est-ce que Bassirou va reconnaître son implication dans cette affaire? Eh ben non. Il dit qu'il n'a rien à voir avec ces faits, il était tranquillement chez lui durant toute la nuit. Mais coup de tonnerre, une nouvelle information capitale va retomber. Le téléphone de Nongo n'a pas été retrouvé pour le moment, mais on en sait un peu plus quant à sa position. Le dernier lieu où le smartphone va émettre un signal, c'est sur la plage de Malibu, au fond des eaux. Il a borné pour la première fois à cet endroit à 13 h et il est resté allumé jusqu'au lendemain à 15 h. Même sous l'eau, il était toujours opérationnel. Est-ce que Bassirou va maintenant avouer son acte après toutes ces preuves accablantes? Eh ben, il en a aucune idée puisqu'il n'a rien à voir avec toute cette histoire. Lui, il était tout seul et tranquille chez lui. Sa maison est immédiatement perquisitionnée et des preuves tangibles vont venir l'incriminer davantage. Comment expliquer que le matelas de Bassirou soit taché de sang? Pourquoi l'état de sa chambre démontre qu'une lutte ait eu lieu à cet endroit? Et pourquoi des papiers d'identité qui appartiennent à Nongo sont découverts sur les lieux? Un coussin d'ailleurs a attiré l'attention des enquêteurs. Il est éventré et semblerait-il qu'on y a retiré une bonne partie du coton qui était à l'intérieur. Une pompe à gaz est aussi retrouvée à côté.
Et là, la défense de Bassirou repose sur le fait que le sang présent sur les lieux est celui d'un mouton qu'il aurait abattu la veille. Mais le résultat des analyses démontrera que le sang sur les draps est bel et bien celui d'un sang humain. Par ailleurs, le coton extirpé de l'oreiller a aussi été examiné et il s'agit bien du coton présent dans la bouche, le nez et l'oreille de Nongo. Il y a aussi la pompe à gaz que fait-elle ici. Bassirou l'a peut-être utilisée pour étourdir la victime, mais là encore, il affirme qu'il l'a juste ramassée par terre. Mais pas de chance pour lui, la toile qui enveloppait cet objet était juste cachée sous le lit. Il l'a bel et bien acheté lui-même. Après presque 100 heures de garde à vue, le principal inquiété est présenté au tribunal de grande instance de Pékin-Guédiawaye. Tous les proches de la victime attendent et ont besoin de réponses. Chacun attend de connaître la vérité derrière ce drame qui a bouleversé toute la communauté. Le juge entame l'interrogatoire et tous les regards sont tournés vers le prévenu qui doit enfin éclaircir ce qu'il s'est réellement passé cette nuit-là. Et c'est uniquement à cet endroit que le présumé meurtrier va s'exprimer sincèrement en déclarant « Dimanche vers 10h, Nongo Gueye est arrivé chez moi. Je lui avais demandé un peu plus de temps pour rassembler l'argent que je lui devais, mais ce jour-là, il était visiblement énervé et ne voulait rien entendre. Les choses ont rapidement dégénéré. Après m'avoir insulté, il s'est retourné brusquement. J'ai alors attrapé la pompe à gaz que j'avais à portée de main et je l'ai frappé pour l'assommer. Ensuite, je l'ai étranglé. Je vous le jure, si Nongo ne m'avait pas provoqué, je ne l'aurais jamais tué. Son corps gisait sur le sol de ma chambre et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je devais le cacher. Je suis allé au marché de Tiaroy pour acheter des sacs en plastique. Puis j'ai jeté son téléphone à la plage de Malibu. Comme je ne savais pas conduire, j'ai dû apprendre en urgence avec sa voiture derrière le stade Léopold Sédar Senghor. J'avais aussi besoin de coton pour empêcher le sang de couler, mais toutes les pharmacies étaient fermées. Alors j'ai découpé mon oreiller pour en récupérer le coton, que j'ai placé dans son nez, dans sa bouche et ses oreilles. Vers 3 heures du matin, j'ai mis son corps dans sa voiture et je suis parti. Je ne savais pas vraiment où aller, mais je devais absolument me débarrasser du corps. Ces déclarations ne choquent pas les proches de la victime, ils savaient déjà que Bassirou était le meurtrier de Nongo. Les deux se sont rencontrés par le biais d'un proche de Nongo. Bassirou venait d'ouvrir son magasin et aurait demandé à la victime de lui fournir des bijoux. Ce dernier lui fait confiance. Bassirou pourra donner une partie et le reste se fera un petit peu plus tard. Mais après plusieurs semaines, Bassirou a commencé à arrêter de se manifester. La veille de son meurtre, Nongo est même allé chez son client pour avoir des nouvelles. Il est resté jusqu'aux environs de 20 heures à attendre Bassirou, mais il n'est jamais revenu. Il décide de repartir chez lui. Le fournisseur a aussi des obligations et des délais à respecter et il se retrouve terriblement affecté par la situation. On peut donc imaginer la frustration que c'est de se rendre compte que la personne en qui il avait placé sa confiance l'a finalement trahi. La victime, croyant agir de bonne foi en aidant un bijoutier à faire monter son business, n'aurait jamais imaginé qu'il allait être celui qui lui ôterait la vie. On ne connaît pas grand-chose sur la vie de Bassirou Thiam, néanmoins, un crime révèle toujours les véritables intentions d'un meurtrier. Selon des proches présents sur les lieux où le corps a été découvert, il n'y avait presque aucun signe de violence physique sur le corps, ce qui pourrait démontrer que Bassirou ne voulait pas forcément violenter la victime. On pourrait peut-être parler d'un coup de folie. Mais il y a une chose à savoir concernant les meurtres par strangulation. C'est pas comme dans les films où on serre le cou pendant 2 minutes et puis c'est bon. Il faut serrer et maintenir la pression pendant de très longues minutes. L'âge et l'état de santé peut également prolonger la durée. Autrement dit, en cas de meurtre par strangulation, le meurtrier avait une idée bien définie qui était celle de donner la mort. Ce n'est jamais un accident. On peut aussi se questionner sur la préméditation de cette affaire. Une personne qui a entendu dans les infos qu'un corps a été découvert sur la VDN3 à l'arrière d'une Toyota Auris grise est parti immédiatement se manifester à la police. Il a été témoin d'une scène qui l'a mis terriblement en colère. Le dimanche soir, il venait de récupérer un client qui l'attendait à l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Sur la route, une Toyota Auris grise l'a violemment percuté par l'arrière. Le conducteur de la Toyota l'a ensuite dépassé et il l'a poursuivi. Une course-poursuite débuta sur la route
Et visiblement, l'homme au volant de la Toyota ne savait pas conduire. Il conduisait de manière imprécise, comme si il était distrait par quelque chose. Il a fini par se garer sur la VDN 3. Il est ensuite sorti du véhicule et s'est enfui dans la nuit. Bassirou ne savait donc pas ni où aller ni quoi faire avec le corps de la victime, ce qui pourrait peut-être prouver le coup de folie, ce qui ne minimise ni les faits ni les responsabilités à mon sens. Lorsque les frères de Nongo sont venus le trouver chez lui pour aller participer aux recherches, il était d'accord alors qu'il savait très bien où était Nongo et ce qui lui est arrivé. Ce comportement mettrait peut-être en avant sa personnalité manipulatrice et sa psychopathie. Bassirou Thiam est inculpé, puis placé sous mandat de dépôt pour assassinat avec acte de torture et recel de cadavres. Il risque la prison à vie. Mais au-delà de la justice qui suit son cours, c'est le départ tragique de Nongo Gueye qui laisse un goût amer, surtout pour ceux qui l'ont connu. Nongo n'était pas seulement qu'une victime, c'est un homme respecté et aimé par beaucoup. Cadet d'une famille soudée, il était le pilier sur lequel ses proches pouvaient toujours compter. Travailleur infatigable, Nongo avait su bâtir un projet florissant grâce à sa persévérance. Ses voyages réguliers à Dubaï pour acheter de l'or témoignaient de son ambition et de sa volonté de réussir. Non seulement pour lui-même, mais aussi pour offrir un avenir meilleur à sa famille. Il était un époux aimant, un père attentionné et un fils dévoué, toujours prêt à soutenir les siens dans les moments les plus difficiles. Nongo était aussi un homme pieux, profondément attaché à ses valeurs. Il jeûnait régulièrement, priait toujours à la mosquée et sa discrétion, sa gentillesse touchaient tous ceux qui le côtoyaient. Aujourd'hui, son absence laisse un vide immense. Sa femme, déjà mère d'une petite fille, attendait un deuxième enfant au moment des faits. Cette famille, autrefois unie et pleine d'espoir, est désormais plongée dans le désarroi. Enterré dans la ville de Touba, ses proches se souviennent de lui comme d'un homme qui incarnait la réussite, mais aussi la bonté et la générosité. Sur Internet, on peut lire « Paix à l'âme du brave Nongo Gueye, un travailleur. Il était un bijoutier connu, il avait beaucoup de clientes. Son assassin, Bassirou Thiam, un envieux et un paresseux. Il voulait avoir de l'argent facilement. Il l'a tué pour de l'argent. Un crime n'efface pas une dette. Il doit être condamné à la prison à perpétuité. » Voici donc l'histoire de Nongo Gueye, un jeune bijoutier sans problème dont la vie a été injustement arrachée. Son départ laisse une famille dévastée et toute une communauté en deuil. Que son histoire nous rappelle la fragilité de la vie et l'importance de préserver les liens qui nous unissent. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Pour soutenir la chaîne, like la vidéo, abonne-toi pour ne rien rater, partage-la si tu veux. On se dit sûrement ou peut-être à la semaine prochaine. Fais attention à toi, prends soin de toi. Bye.